notamment sa création de la géométrie analytique. Et le fait est qu'après la mort de Galilée, Galilée est mort en 1642, un an avant la naissance de Newton, il y a un certain nombre de transformations auxquelles il a lui-même présidé dans une certaine mesure, qui s'accentuent et qui se développent pour mener à Newton. Alors, ceci concerne effectivement les mathématiques, la mécanique, l'industrie, ou plutôt l'artisanat des instruments de mesure, auquel Galilée d'ailleurs lui-même a donné un essor, étant donné qu'on lui doit l'invention d'un thermoscope, c'est-à-dire d'un système assez rudimentaire pour mesurer la température, un essai qui est un échec d'ailleurs, mais enfin cela vient de la méthode qui était impropre pour mesurer la vitesse de la lumière, d'une tentative de définir un mesureur de temps également. Il y a aussi chez Galilée la volonté de mesurer, de quantifier par conséquent l'événement, le phénomène physique. Mais c'est une conception contemporaine, une nécessité qui apparaît. C'est ça, c'est une nécessité qui apparaît progressivement et qui est jointe à l'utilisation du langage mathématique et ce faisant donne son caractère à la physique nouvelle, quoi. Ensuite, vous avez un certain nombre de transformations qui s'accentuent. Effectivement, les appareils d'observation et de mesure se développent pendant tout le siècle. La vitesse de la lumière est effectivement mesurée à peu près correctement par Rømer en 1676. Le vide d'air, qui au début du siècle était l'objet seulement du débat philosophique, est réalisé effectivement par des gens comme Boyle, comme Otto de Guericke à la fin du siècle, et puis peut-être surtout en ce qui nous concerne, des appareils nouveaux de mesure du temps sont réalisés. L'industrie horlogère avait déjà fait pas mal de progrès au cours de la deuxième partie du Moyen-Âge, et ces progrès s'accentuent avec le développement de l'étude du mouvement du pendule faite par le physicien hollandais Christian Huygens, dans la suite d'ailleurs des travaux de Galilée. Et Huygens propose un schéma de construction d'une horloge à balancier qui est réalisé par un horloger de La Haye en 1657, et par la suite il proposera le remplacement du balancier par un ressort spiral qui conduira à la réalisation, disons, de toute l'industrie des chronomètres, pas contemporaine, mais enfin du XVIIIe siècle au moins. Alors c'est important en ce qui nous concerne quand on sait que Galilée lui-même ne disposait que d'un clepsydre un peu perfectionné pour mesurer le temps. Newton n'avait pas les moyens que nous avons actuellement, ni même les moyens de la fin du XVIIIe siècle, mais il avait des moyens de mesure nettement plus élevés que ceux de Galilée lui-même. Alors, je crois que ce sont les transformations qui en physique sont importantes. Alors maintenant, effectivement, Newton peut arriver, c'est-à-dire que à la fois du point de vue conceptuel comme du point de vue instrumental, il y a la possibilité de faire un nouveau saut conceptuel. Oui, Newton a publié en 1687 son ouvrage majeur dans ce domaine. La traduction française du titre est Principes mathématiques de la philosophie naturelle, qui constitue une sorte de synthèse à la fois de la mécanique terrestre et de la mécanique céleste de tout le XVIIe siècle, avec toute une série d'apports nouveaux à la fois en mathématiques et en mécanique. Son ouvrage débute par une définition de la matière, ce qui le rapproche de Galilée d'ailleurs, parce que dans le traité de mécanique de Galilée, les discours concernant deux sciences nouvelles, la première journée est consacrée aussi à une réflexion, à une discussion sur le problème de la matière. Ensuite, Newton définit le mouvement à partir d'un concept emprunté à Descartes qui est celui de quantité de mouvement. Ensuite, il en vient alors au temps et à l'espace, en distinguant dans chaque cas les concepts absolus et les concepts relatifs. Il écrit ainsi, premièrement, le temps absolu, vrai et mathématique, sans relation à rien extérieur, coule uniformément et s'appelle durée. Le temps relatif, etc., suit la définition de ce concept. Deuxièmement, l'espace absolu, sans relation aux choses externes, demeure toujours similaire et immobile, puis il définit l'espace relatif. Alors vous voyez qu'il a besoin de la matière et du mouvement pour en arriver à la définition des concepts d'espace et de temps, mais qu'une fois ces concepts définis, ils ont en fait une existence qui est indépendante
et de la matière et du mouvement. Ils sont absolus, c'est-à-dire qu'ils constituent une sorte de cadre dans lequel se situe la matière, dans lequel se déroulent les mouvements, mais il pourrait très bien être vide, c'est-à-dire qu'il pourrait exister un espace et un temps sans qu'il y ait ni matière ni mouvement évoluant à l'intérieur, un peu comme dans une pièce, il peut y avoir des murs, il peut y avoir des meubles, mais les murs existent indépendamment de l'existence des meubles. Alors, ce sont le temps et l'espace de Dieu, écrit Paty. Je crois que la formulation est exacte, de même que les lois de la physique de Newton, comme l'écrit Lévi-le-Blond dans son dernier livre, L'esprit de sel, sont effectivement les lois de Dieu. On en arrive, à partir de développements physiques, à une conception qui est une conception pour l'essentiel métaphysique. Mais pourtant, est-ce que Newton n'a pas besoin de l'éther pour expliquer un certain nombre de phénomènes? Si, il en a besoin effectivement. Ce serait trop long d'en parler en détail. Il introduit l'éther essentiellement dans son traité d'optique. Mais le fait est qu'il a besoin de l'éther, d'un milieu assez particulier qu'il emprunte pour une part à des auteurs antérieurs, à la fois pour expliquer les actions à distance de type force magnétique ou les forces de gravitation, etc. L'éther de Newton d'un milieu extrêmement complexe que l'on retrouvera au XIXe siècle, mais je crois que nous n'avons pas le temps d'en parler ici. C'est-à-dire que ça confirme encore davantage dans l'idée que le concept d'espace absolu et de temps absolu est vraiment métaphysique. Il est vraiment métaphysique, effectivement, oui. Alors, de même que Galilée considérait que le grand livre de la nature était écrit en mathématiques, de même Newton, à son tour, envisage une formulation mathématique de la philosophie naturelle. Oui, effectivement, l'ouvrage de Newton est la traduction mathématique et physique de ce que l'on appellera, ce que l'on a appelé la philosophie naturelle, dont il existe diverses traductions littéraires au XVIIIe siècle. Et l'on trouve dans la conclusion du traité de Newton, dans ce qu'il appelle le collier général qui se situe à la fin du livre, tout un développement où il explique que l'existence de lois aussi parfaites régissant les mouvements mécaniques à la surface de la Terre, régissant les mouvements des astres, des planètes, etc., sont la preuve de l'existence d'un être supérieur qui, en définitive, gouverne l'ensemble de ces lois. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'effectivement, les lois de la mécanique newtonienne sont les lois ou la loi de Dieu, comme l'on voudra. Et on peut pratiquement dire qu'entre Galilée, enfin entre les prédécesseurs de Galilée, plus exactement, et Newton, l'on passe du Dieu, disons, mystique, en étant assez bref, du Moyen-Âge, au Dieu ingénieur et horloger que l'on trouve chez Newton sur le plan scientifique et que l'on trouvera par exemple très explicitement chez Voltaire, qui a été un défenseur de Newton au XVIIIe siècle. Vous connaissez l'expression de Voltaire: je ne conçois pas que cette horloge, entre parenthèses d'univers, existe et n'est point l'horloger. En définitive, Newton est l'expression mathématique de cette phrase de Voltaire. يا بخت اللي انوعد